Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous informer que j'ai des petites créatures vivantes qui peuvent faire un peu de bruit en arrière-fond parce que aujourd'hui le daycare, c'est chez nous. Donc, je m'excuse par avance si ça fait un peu interférence. Mais bon, en temps de Covid, on s'adapte. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de suivre donc la présentation d'aujourd'hui, qui est sur un rapport que nous avons publié sur les carrés de sable pour l'innovation. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, je souhaite tout d'abord prendre le temps de me présenter. Les deux organisations qui ont, de présenter aussi les deux organisations qui ont contribué à ce projet. Donc, je m'appelle Aïda Nsiri et je suis manager recherche et politique publique à Quest. Et je suis l'une des deux co-autrices du rapport sur les carrés de sable. Pour ceux qui ne connaissent pas Quest, nous sommes une organisation non gouvernementale qui s'engage à accélérer l'adoption de communautés éco-énergétiques intelligentes au Canada, en informant, en inspirant et aussi en mettant en réseau les décideurs. Donc, Quest fait ça à travers trois activités principales. Premièrement, la Quest connecte les diverses parties prenantes nécessaires pour faire progresser ces communautés. Deuxièmement, on influence également les trois niveaux de gouvernement pour assurer que les politiques sont alignées, intégrées et soutiennent les communautés éco-énergétiques intelligentes. Et enfin, nous éduquons en partageant les leçons tirées de nos travaux de recherche sur le terrain, comme nous faisons aujourd'hui. Nous sommes présents donc dans 6 provinces et nous avons un personnel bilingue. Donc, nous menons différents projets. Je vous invite à consulter notre page Internet pour avoir plus d'informations sur nos initiatives. Et si vous souhaitez aussi soutenir notre vision et notre travail, vous pouvez également devenir un membre abonné de Quest. La deuxième organisation qui a travaillé sur ce rapport, c'est Pollution Probe, à travers Richard Carlson, qui est donc le deuxième co-auteur du rapport et qui est aussi directeur de la politique énergétique à Pollution Probe. Pollution Probe est la plus ancienne ONG environnementale du Canada et elle vient de célébrer son 50e anniversaire. Pollution Probe travaille à améliorer la santé et le bien-être de tous les Canadiens et travaille en collaboration avec diverses parties prenantes afin de développer des solutions durables aux problèmes environnementaux les plus urgents au Canada. Leurs travaux récents incluent, par exemple, l'avenir du gaz naturel et les solutions énergétiques urbaines pour remplacer la centrale nucléaire de Pickering lors de sa retraite en 2025. Vous pouvez également avoir plus d'informations sur leur site Internet. Donc, encore une fois, merci d'assister à ce webinaire afin d'en apprendre davantage sur le nouveau programme des carrés de sable pour l'innovation. Et comme avant de commencer, je voulais juste vous dire que vous pouvez également utiliser la fonction chat pour partager vos commentaires et bien aussi la fonction questions et réponses si vous voulez poser des questions. Donc, j'imagine que vous savez utiliser Zoom après tant de mois passés à travailler en ligne. Donc, oui, n'hésitez pas à partager vos commentaires ou bien vos questions tout au long de la présentation. On aura pas mal de temps pour pouvoir les discuter et répondre ensuite. Donc, comme vous le savez certainement, l'innovation est essentielle pour les systèmes énergétiques, que ce soit des systèmes énergétiques réglementés ou non réglementés, pour pouvoir s'acheminer vers une transition énergétique à faible émission. Et donc, même la semaine dernière, Fatih Birol, le chef de l'Agence internationale de l'énergie, a averti que les pays qui ignoraient l'innovation en matière d'énergie propre risquaient d'être les laissés pour compte de la prochaine révolution industrielle. Sans compter en plus que cela rendra difficile la réalisation de leurs objectifs en matière climatique. Et donc, les carrés de sable pour l'innovation encouragent l'innovation nécessaire et une innovation qui profite à tous, à la fois aux consommateurs, tout en aidant aussi à transitionner vers des systèmes énergétiques à faible émission. Donc, le rapport que nous allons présenter est la première phase d'un projet de 4 ans que j'expliquerai un peu plus tard dans la présentation. Donc, pour ce webinaire, on abordera 4 sujets différents et on laissera, donc, comme je disais, pas mal de temps pour les questions et réponses. Tout d'abord, on va discuter de l'importance des carrés de sable pour l'innovation. Ensuite, on va partager les éléments clés que nous avons découverts lors de nos recherches. Et puis, nous passerons en revue quelques exemples avant d'examiner les leçons que nous pouvons tirer des expériences internationales. Enfin, nous présenterons les prochaines étapes de notre projet. Donc, la première question à se poser, c'est d'abord pourquoi utiliser ou développer des carrés de sable pour l'innovation?
En 2019, nous avons conduit une étude pan-canadienne auprès des acteurs de l'énergie et certains d'entre vous, j'imagine, ont été interviewés dans le cadre de ce rapport. Donc, la majorité des participants a convenu que l'innovation dans le domaine de l'énergie peut être bénéfique à tous, aux différents secteurs de l'économie, aux entreprises, aux consommateurs. Mais l'innovation est également essentielle si nous voulons respecter nos engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je veux souligner que lorsque nous parlons d'innovation, nous ne parlons pas seulement d'innovation technologique, même si cela en fait partie. Nous avons principalement parlé d'innovation dans les pratiques commerciales, dans la prestation de services et dans les processus réglementaires. Nous ne parlons pas seulement de l'espace énergétique réglementé, encore une fois, mais aussi comme le gaz ou l'électricité, mais aussi de l'espace non réglementé comme les carburants. Donc, ce que nous avons constaté lorsque nous avons mené cette étude en 2019, c'est qu'il existe un consensus général sur le fait que le cadre actuel de l'énergie, au niveau politique, réglementaire et du marché, n'est pas suffisamment flexible et agile pour surmonter les obstacles liés au déploiement de l'innovation et à son intégration dans les modèles commerciaux et les prestations de services. Et donc, quelque chose doit changer. Nous avons également entendu que la technologie n'était pas une barrière majeure. Le défi est de trouver un équilibre entre, d'une part, l'intégration de l'innovation et de permettre l'arrivée de nouveaux acteurs, de nouveaux services et des moyens de combler des besoins énergétiques qui sont en train d'émerger. Et d'autre part aussi, de ne pas perdre de vue les éléments positifs et bénéfiques des politiques énergétiques existantes et du cadre réglementaire existant, car il y a beaucoup d'aspects positifs qui nécessitent d'être préservés. Donc vraiment, l'intégration de l'innovation signifie que nous devons comprendre comment le secteur de l'énergie est structuré, organisé et réglementé, et aussi trouver de nouvelles façons de fournir de la valeur aux consommateurs. En effet, les activités telles que la fourniture de nouveaux services énergétiques, la mise en place de nouvelles pratiques ou l'inclusion de nouveaux entrants non conventionnels dans le secteur de l'énergie jouent un rôle de plus en plus important. Donc, les carrés de sable pour l'innovation reposent sur la collaboration pour créer les conditions d'un espace contrôlé et sûr qui est propice à tester l'innovation dans un environnement réel. Les carrés de sable sont nés dans le secteur de l'ingénierie financière au début des années 2010. Et en fait, depuis 2016, date à laquelle le Royaume-Uni a développé un des premiers carrés de sable pour l'innovation dans le secteur de la FinTech, 50 juridictions, y compris le Canada, ont développé aussi des carrés de sable dans le domaine de la finance. Et donc, souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on entend que les carrés de sable pour l'innovation sont vraiment réduits à l'idée d'essais réglementaires. Ce qui n'est pas tout à fait juste parce que de nombreuses juridictions vont au-delà d'une simple approche fondée sur les dérogations ou des exemptions réglementaires et comprennent des mécanismes de collaboration, d'apprentissage et de partage de l'information qui portent à la fois sur des aspects réglementaires et politiques et législatifs. On en reparlera un peu plus loin. En testant l'innovation dans un environnement réel, les carrés de sable pour l'innovation offrent une opportunité d'expérimentation contrôlée pour transformer les pratiques, les procédures, les politiques, les règles ou la réglementation dans le but de créer des changements systémiques et durables qui bénéficient aux consommateurs. Rapidement, la question qui se pose souvent, c'est comment les carrés de sable pour l'innovation se distinguent des projets de démonstration plus traditionnels. Les carrés de sable souhaitent diffuser à grande échelle des technologies matures plutôt que de démontrer la faisabilité technique de technologies émergentes. Cette diffusion à grande échelle peut inclure de nouveaux modèles commerciaux et des solutions pour déployer une technologie, comme répondre à la demande résidentielle ou à l'effacement des pics de demande. Les carrés de sable portent également sur les obstacles structurels, tels que les barrières politiques et les barrières réglementaires. Contrairement aux projets de démonstration, ils ne comptent pas toujours sur le financement public pour explorer des solutions et de nouvelles façons de faire. L'idée est que lorsque des barrières structurelles sont levées, le financement n'est plus forcément nécessaire pour un déploiement à grande échelle. Donc, les projets de démonstration sont plus passifs, eux. Une fois qu'on a démontré la faisabilité d'un projet ou d'une technologie, il peut être difficile de reproduire ce projet car il peut faire face à des barrières institutionnelles qui freinent l'adoption de cette technologie. Et donc, s'ils ne rentrent pas dans le système, dans le paysage énergétique actuel, ils seront laissés de côté. En revanche, dans le cas des carrés de sable, qui adoptent une approche écosystémique, les parties prenantes cherchent à créer un changement durable tout en protégeant les consommateurs et donc
En créant ces changements, on arrive à intégrer de nouvelles pratiques commerciales ou de nouvelles façons de faire. Donc, après cet aperçu des raisons pour lesquelles nous avons besoin de carrés de sable pour l'innovation, entrons maintenant dans le monde peu familier des carrés de sable pour mieux comprendre comment ils ont été développés, conçus et mis en œuvre dans le secteur de l'énergie. Et nous le ferons en examinant 3 constatations clés. Donc, la première constatation, c'est qu'un carré de sable pour l'innovation est une boîte à outils faite de différentes politiques et programmes. La constatation numéro 2, c'est que les carrés de sable pour l'innovation ont de multiples avantages. Et enfin, la dernière constatation, c'est qu'ils sont caractérisés par une grande diversité dans leur définition et leur périmètre, dans leur mise en œuvre et dans les objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Ces constatations sont le résultat d'une étude internationale que nous avons menée cet été. Et nous avons examiné les caractéristiques des carrés de sable pour l'innovation dans le secteur de l'énergie qui ont été déjà mis en place dans 8 juridictions ou qui sont en cours de développement dans 2 autres. Nous avons également mené des entretiens avec 6 régulateurs et les résultats ont été publiés dans un rapport le mois dernier. Il s'agit vraiment de la première étude comparative en anglais, disponible en anglais et en français et donc qui vient combler un vide sur ce sujet. Donc, la première constatation est que, comme on a déjà brièvement mentionné, les carrés de sable pour l'innovation ne portent pas seulement sur les essais réglementaires. Nos recherches montrent que le périmètre des carrés de sable est bien plus large. Il consiste généralement dans les 3 outils suivants. Premièrement, ce qu'on appelle les carrefours de l'innovation, qui mettent en place des outils collaboratifs ou des plateformes pour permettre l'échange de connaissances et le partage de leçons apprises entre les divers acteurs impliqués dans les systèmes énergétiques. Le deuxième outil, c'est ce qu'on appelle les services d'information qui permettent aux innovateurs de discuter leurs projets de manière informelle avec les décideurs ou les régulateurs. Et ces derniers peuvent les aider à avancer dans le paysage complexe des régulations énergétiques et à comprendre si les obstacles qu'ils rencontrent sont des obstacles réels ou simplement des obstacles perçus. Parce que dans de nombreux cas, il s'agit simplement d'obstacles perçus, comme on l'expliquera un peu plus tard. Le troisième outil, ce sont les essais réglementaires qui s'attaquent aux véritables obstacles réglementaires en accordant aux innovateurs des exemptions et des dérogations aux réglementations en place, mais dans un cadre bien établi. Ces exemptions sont limitées dans le temps et assorties de conditions et permettent de tester de nouvelles façons de faire. La durée de ces exemptions peuvent varier. On a par exemple des exemptions de 2 ans, comme au Royaume-Uni, ou de 10 ans, comme dans le cas des Pays-Bas. Il existe aussi des possibilités de renouvellement. Et comme je disais, pour être efficaces et éviter les abus, ces essais réglementaires doivent être soigneusement encadrés autour d'une série de critères et de paramètres qui garantissent à la fois la protection des consommateurs et qui aussi assurent de mettre fin aux exemptions de façon sûre et douce pour ne pas perturber le système. Enfin, la dernière caractéristique des carrés de sable pour l'innovation, c'est que les connaissances qui sont produites et les leçons qui sont apprises à travers les carrefours de l'innovation, les services d'information et les essais réglementaires sont utilisées pour éclairer les politiques publiques et les changements réglementaires. L'utilisation d'informations tirées du monde réel permet aux régulateurs, aux décideurs publics et aux autres parties prenantes de mieux identifier et affiner les solutions sur mesure, les préparant ainsi à adapter leur système énergétique dans leur juridiction. La deuxième constatation est que les carrés de sable présentent de multiples avantages. Ils peuvent par exemple aider à éliminer les obstacles non technologiques qui freinent l'innovation et leur déploiement en examinant leur intégration dans les systèmes énergétiques. Ils peuvent également valoriser l'apprentissage par la pratique en supprimant les barrières perçues et puis en informant, en éclairant les changements pragmatiques et pratiques à apporter aux politiques ou aux réglementations. Les carrés de sable pour l'innovation protègent également les consommateurs et l'ensemble du système en introduisant des mécanismes pour favoriser un changement de façon contrôlée, ce qui atténue les risques. Les carrés de sable pour l'innovation peuvent également être utilisés avec différentes formes d'énergie, donc sont relativement flexibles de ce point de vue-là. L'électricité a été au cœur de nombreux carrés de sable, mais la plupart aussi des carrés de sable que nous avons étudiés s'étendent au secteur du gaz naturel et au transport.
en particulier à travers les véhicules électriques. Ils ont aussi le potentiel d'être utilisés pour tester de nouveaux types de carburants, tels que les carburants renouvelables, par exemple. Donc, l'application des carrés de sable pour l'innovation dans les systèmes électriques, c'est principalement concentré dans les 4 secteurs suivants. Premièrement, les ressources énergétiques distribuées et les communautés énergétiques. Deuxièmement, la stabilisation et l'orchestration du réseau électrique. Troisièmement, l'intégration des nouveaux entrants et les acteurs énergétiques non traditionnels. Et enfin, ils ont été utilisés pour tester la structure des tarifs et des incitations tarifaires. Enfin, dernier bénéfice ou dernier avantage, c'est que les carrés de sable pour l'innovation favorisent aussi la collaboration pour identifier des problèmes et formuler des solutions collectives et donc plus efficaces. La troisième considération est qu'il n'y a pas une seule façon de développer et de mettre en œuvre un carré de sable pour l'innovation. Premièrement, les raisons pour vouloir mettre en place un carré de sable peuvent être différents et donc les objectifs recherchés vont aussi être assez différents entre les différents pays que nous avons observés. Voici sur ce slide quelques exemples. On voit bien que la transformation des modèles économiques et des modèles d'affaires ainsi que la concurrence sont souvent des objectifs communs, mais tous les carrés de sable ne se concentrent pas uniquement sur ces objectifs. Il peut y avoir d'autres objectifs comme la réduction des émissions à effet de serre. Et c'est par exemple le cas en Autriche, où l'objectif du carré de sable est vraiment lié au programme de réduction des émissions du gouvernement. Et le carré de sable ne s'intéresse qu'à la manière de développer et de déployer des systèmes d'énergie sans émissions. Et donc, les innovations sélectionnées vont vraiment poursuivre ce but. Deuxièmement, on a vu que donc, les pays avaient des objectifs différents, mais les outils aussi choisis vont différer d'un pays à l'autre. Il n'y a pas de boîte à outils unique qui fonctionne partout. À titre d'exemple, dans une juridiction où il y a un monopole, un carrefour d'innovation peut être plus utile aux innovateurs que des essais réglementaires. De la même chose peut être relevé dans l'espace énergétique non réglementé. Troisièmement, outre les différents objectifs et les différents outils utilisés, les carrés de sable pour l'innovation sont également structurés différemment. Toutes les juridictions, par exemple, n'abritent pas leur carré de sable au sein du régulateur. Et ça peut être au sein de les gouvernements ou d'autres organismes. Par exemple, en Autriche, le carré de sable sera hébergé au sein d'un organisme public de recherche. L'idée étant que cet organisme permettra une plus grande innovation que ce qui pourrait se produire si le carré de sable était placé au sein du régulateur. En Belgique, c'est une association industrielle qui a pris en charge le développement de carrés de sable pour l'innovation. Et comme mentionné plus haut, toutes les sources d'énergie réglementées et non réglementées peuvent bénéficier de carrés de sable pour l'innovation. Certains pays vont privilégier seulement le secteur électrique, d'autres le secteur électrique et du gaz naturel. Ça dépend. Enfin, certains carrés de sable sont parfois combinés à d'autres outils de politique publique, comme par exemple des financements publics. Ils sont également assortis de conditions comme un partenariat académique. Et puis, presque tout aussi nécessite la publicité ou la transparence des résultats obtenus afin que chacun puisse apprendre des autres. Les pays qui ont mis en place des essais réglementaires l'ont aussi fait de façon assez diverse. Certains pays ont mis en place des appels à projets ouverts, comme au Royaume-Uni, où le régulateur accepte toutes les idées novatrices qui respectent leurs critères d'innovation, tandis que d'autres juridictions organisent des appels à projets thématiques pour répondre à des défis précis dans leur système énergétique, comme la mobilité, le stockage ou l'électricité. Enfin, d'autres ont décidé aussi d'adopter un modèle hybride, comme à Singapour, par exemple. Un fait intéressant, c'est que ceux qui se sont axés sur des objectifs de politique claire, comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ont tendance à adopter des appels d'offres plus thématiques que des appels d'offres ouverts, ou des appels à projets ouverts. Cela montre que la structure d'un carré de sable est vraiment influencée par ces objectifs. Maintenant qu'on a un peu vu ce qu'on entendait par carré de sable de façon assez abstraite, je vous propose de passer en revue 3 exemples de carrés de sable que nous avons étudiés. Et comme ça, j'espère que ça vous permettra de vous familiariser un peu plus, de comprendre un peu plus comment concrètement on peut utiliser cet outil. Donc, le premier exemple, il s'agit de l'Innovation Link
au Royaume-Uni, qui est géré par Ofgem, le régulateur britannique. Le régulateur britannique a été l'un des premiers à mettre en place un carré de sable pour l'innovation dans le secteur de l'énergie, et c'est pour ça qu'il reçoit l'une des plus grandes attentions. Innovation Link comprend les 3 éléments des carrés de sable que nous avons discutés plus haut, et a mené jusqu'à présent 2 appels à projets ouverts, un en 2017 et un en 2018. Et lors de ces 2 appels à projets, il y a eu à peu près 69 candidats qui ont demandé à participer à des essais réglementaires, et un total de 7 candidats ont obtenu des exemptions. L'Innovation Link a conduit une évaluation de son carré de sable et a partagé les leçons qu'il a apprises. Une des leçons clés, c'est que les innovateurs recherchent principalement des conseils et non des essais réglementaires. Les innovateurs veulent créer des entreprises, ils ne veulent pas juste tester. En outre, les innovateurs ont besoin de certitudes réglementaires pour lever les obstacles auxquels ils sont confrontés et ont besoin de conseils pour effacer les obstacles auxquels ils croient être confrontés. En effet, dans de nombreux cas, les obstacles auxquels les innovateurs pensaient être confrontés n'existent pas. Ils avaient été simplement perçus. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait 69 candidats qui avaient postulé pour appliquer à des exemptions réglementaires. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en a eu que 7 à la fin qui ont des exemptions. C'est parce que la majeure partie de ces projets, en fait, il n'y avait pas des barrières réglementaires réelles. La majeure partie de ces projets, c'était juste des barrières réglementaires qui étaient perçues. Donc, il n'y avait aucun obstacle à aller de l'avant avec ces projets. Ou bien plus intéressant, c'est que parfois, il s'agissait aussi de barrières qui étaient liées plus à des codes ou des standards établis par l'industrie. Donc, clarifier de ce qui est l'ordre des barrières perçues aide les innovateurs à trouver des partenaires et des capitaux plus facilement. Et pour soutenir cette clarification réglementaire, l'Ofgem, donc le régulateur britannique, fournit même des lettres indiquant si un projet est confronté ou non à un obstacle réglementaire, ce qui peut donc faciliter le développement de l'innovation. Lors des 2 premiers appels à projets, les essais réglementaires portaient principalement sur des projets liés à l'échange d'énergie entre particuliers, en anglais peer-to-peer energy trading, et puis aussi à la gestion de la demande de chaleur à travers un accumulateur de chauffage intelligent, ou Smart Storage Heaters. Et puis ensuite aussi, il y avait beaucoup de projets qui étaient liés au stockage de la production solaire résidentielle pour répondre aux besoins du réseau principal. Une 3e fenêtre d'appel d'offres à projet a été ouverte. Il n'y a pas de date limite de dépôt de dossier. Et puis aussi, l'Ofgem se réserve également le droit de développer des appels thématiques si nécessaire, dans le cas où il n'y a pas eu de projet déposé pour répondre à des défis auxquels le secteur énergétique britannique se trouve confronté. Donc, les carrés de sable de l'Ofgem est encore à ses débuts. Et il n'y a donc pas beaucoup encore de résultats et on ne peut pas vraiment avoir suffisamment de recul sur les résultats. Mais je voulais partager avec vous 2 exemples de projets qui ont été mis en place. Le premier exemple s'appelle le projet OVO Energy et il utilise des appareils intelligents pour fournir des services d'équilibrage au réseau à travers l'ajustement des tarifs. Un autre exemple est le projet Chase Community Solar qui utilise l'énergie solaire résidentielle et le stockage pour optimiser l'utilisation du réseau en modifiant la demande. Le 2e exemple que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est celui de l'exemple de l'Italie. Donc, le régulateur de l'énergie italien s'appelle ARERA. Et donc, ARERA a développé une initiative de type carré de sable pour l'innovation, même s'ils n'utilisent pas vraiment cette dénomination de carré de sable. Leur initiative est très similaire. Cette initiative, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a évolué au cours du temps. Et au cours de la première période, le régulateur italien, donc ARERA, s'est concentré sur ce qu'il a appelé des projets pilotes réglementaires pour les problèmes locaux. Ces projets pilotes réglementaires ciblaient des domaines d'intérêt particuliers identifiés en amont par le régulateur. ARERA a ensuite lancé un appel à projets ou à propositions pour trouver des solutions aux barrières réglementaires et développer des produits ou des pratiques pilotes. Donc, les pilotes réglementaires se sont vus octroyer des dérogations réglementaires limitées dans le temps, ainsi qu'un financement public. Et au cours de cette première période, il y a eu 5 appels concurrentiels dans 3 domaines d'intérêt, ceux qui sont indiqués donc, sur la diapositive.
Dans le cadre du thème lié aux stations de recharge de véhicules électriques, le pilote réglementaire visait à identifier un modèle économique en testant 3 modèles d'affaires différents. Le premier modèle reposait sur un gestionnaire de réseau de distribution. Le deuxième modèle s'appuyait sur un fournisseur de services sous licence régionale. Et le dernier testait un modèle concurrentiel ouvert. Finalement, une directive européenne adoptée en 2014 a établi que les stations de recharge des véhicules électriques devaient être une activité concurrentielle. Et donc, le projet pilote a pris fin, mais ça donne en fait, cet exemple donne une indication de comment les essais réglementaires peuvent être utilisés pour tester donc de nouveaux modèles économiques. En 2015, le régulateur italien a décidé de passer à une autre approche appelée expérience réglementaire pour l'innovation au niveau du système, qui se concentre donc sur les problèmes systémiques et d'intégration. Et avec cette approche, ARERA a complètement changé sa façon de faire et a décidé plutôt d'adopter des modifications réglementaires temporaires pour une période de temps spécifique afin de s'adapter à l'innovation et à des défis particuliers. Et donc, à travers cette modification réglementaire temporaire, tous les participants licenciés peuvent lancer un projet temporaire. Et donc, ARERA juge que l'approche par l'expérimentation réglementaire est moins discriminatoire car il n'y a pas de financement public. En effet, les financements publics étaient parfois perçus comme une distorsion du marché. Et donc, en supprimant le financement et en adoptant une approche d'expérimentation réglementaire, le régulateur veut créer des règles du jeu équitables entre tous les acteurs. Donc, on a 2 projets d'expérience réglementaire en cours d'expérimentation, comme indiqué sur la diapositive. Et d'ici la fin 2020, ARERA amènera une évaluation des effets des changements réglementaires temporaires sur le secteur et décidera, oui ou non, de rendre cette réglementation permanente. Enfin, le troisième exemple que je voulais partager avec vous, c'est un exemple qui n'est pas encore mis en place, mais c'est un carré de sable qui est en cours de développement. Il s'agit donc de l'Autriche. Et dans le cas de l'Autriche, c'est l'Agence autrichienne de promotion de la recherche. Alors, je ne vais pas prononcer leur nom parce que je n'ai jamais fait de l'allemand, donc je ne sais pas comment prononcer, mais on peut l'appeler FFG. Donc, cette agence autrichienne de promotion de la recherche, qui est sous la direction du gouvernement, est en charge de développer le carré de sable. Et le gouvernement a préféré cet organisme de recherche au régulateur parce qu'il estimait que l'innovation ne faisait pas partie des atouts du régulateur, pour le dire de façon un peu euphémique. Et par contre, e-control, donc le régulateur autrichien de l'énergie, fera bien sûr partie des discussions et participera à l'élaboration et à la mise en œuvre du carré de sable. Et donc, lors de la mise en œuvre, la vision, c'est que FFG examinera les projets qui sont éligibles au carré de sable ou non, donc sur les critères d'innovation et d'objectifs, tandis que e-control examinera les questions réglementaires et fournira des exemptions si nécessaire. Donc, ce carré de sable fait partie de l'Energy Frame Room et donc il comporte les 3 outils, les 3 composants de la carré de sable qu'on a développé tout à l'heure. Donc, cette conception, comme je disais, le développement du carré de sable est toujours en cours et repose sur une forte collaboration qui fait appel à des groupes de travail et aussi un travail de recherche poussé impliquant le secteur académique. L'objectif explicite de l'Energy Frame Room est de réduire les émissions à travers les énergies propres afin de contribuer aux atteintes des objectifs 2030 du gouvernement. Et les 4 domaines d'intervention sur lesquels FFG veut se concentrer, donc c'est la stabilisation du réseau, les véhicules électriques et les réseaux de distribution, les communautés énergétiques locales et le commerce d'énergie entre particuliers, et puis enfin l'intégration du stockage. Donc, les essais devraient commencer en 2021 avec un premier appel se concentrant d'abord sur les tarifs de réseau. Et puis, sur les 5 prochaines années, la vision d'Energy From, c'est d'allouer à peu près 5 millions d'euros de financement à des consortiums, y compris académiques, parce qu'ils espèrent avoir pas mal aussi de consortiums qui développent ces projets, plutôt que juste avoir juste une seule organisation. Vraiment, l'aspect collaboratif, comme je l'ai mentionné, est très important pour eux. Donc, à la suite de cette recherche,
qui a été très dense. J'ai partagé avec vous là beaucoup de choses. C'est peut-être assez dense. Donc, en fait, on a identifié, j'aimerais résumer tout ça à travers 6 leçons clés qu'on a pu identifier pour concevoir et mettre en œuvre des carrés de sable pour l'innovation efficace et réussie qui pourraient s'appliquer aux juridictions canadiennes. Donc, la première leçon, c'est qu'un carré de sable bien conçu doit donner la priorité à l'apprentissage continu pour éclairer les changements politiques, réglementaires, institutionnels apportés au système. Comme j'expliquais, cette réflexion sur qu'est-ce qu'on peut apprendre, comment est-ce qu'on peut informer et éclairer les politiques publiques, c'est vraiment un élément clé pour les carrés de sable. La deuxième leçon, c'est qu'un carré de sable efficace doit donner la priorité à la collaboration, à la transparence et au partage des connaissances entre les acteurs traditionnels et non traditionnels de l'énergie. Et donc, ce qu'on a pu observer quand on a fait nos recherches, c'est qu'il existe différents mécanismes de collaboration qui peuvent être mis en place. Par exemple, la co-conception des carrés de sable, des obligations de transparence aussi associées aux essais réglementaires, la mise en place de comités ou de groupes de travail, ou bien aussi la mise en place d'essais réglementaires avec une composante collaborative, donc avec des partenariats qui sont obligatoires, par exemple, entre le secteur académique et puis des fournisseurs d'énergie et puis des fournisseurs de services, par exemple. Troisièmement, un carré de sable efficace doit être soutenu par une culture d'innovation et de leadership au sein du régulateur et du gouvernement. Ça paraît un peu évident, mais c'est essentiel si on veut que ça marche. La quatrième leçon, c'est qu'un carré de sable bien conçu rend compte du fait que le rôle du régulateur doit évoluer. Le régulateur doit jouer un rôle plus important dans la promotion de l'innovation et travailler avec de nouveaux acteurs de moins de manières. Premièrement, le régulateur doit engager de nouvelles parties prenantes, et ce, de manière différente. En effet, les nouveaux acteurs de l'énergie, les acteurs non traditionnels, ne parlent pas le langage du régulateur et se sentent souvent dépassés par la machine réglementaire. Et donc, un carré de sable efficace offre les moyens au régulateur de repenser la façon dont il peut engager et faire participer ces nouvelles parties prenantes. Et il offre aussi des opportunités d'être innovant pour rendre le système accessible. Donc, parmi ce qu'on a pu noter, par exemple, le régulateur peut proposer des conversations individuelles, peut aussi faire des diffusions d'informations à l'échelle du marché ou bien des fiches d'information, non seulement pour rendre l'information plus facilement accessible, mais aussi pour la rendre plus lisible pour tous. On peut aussi également envisager que le régulateur puisse essayer des méthodes d'engagement plus innovantes, telles que des ateliers participatifs, des assemblées ou un engagement en ligne. La deuxième chose que doit garder en tête le régulateur, c'est développer des offres de services d'information pour aider les innovateurs à se retrouver dans le paysage réglementaire, ce qui est particulièrement important pour les nouveaux entrants. Par contre, il faut garder en tête que lorsque le régulateur fournit ces services d'information, il peut y avoir aussi des conflits d'intérêts qui entrent en jeu, et donc il y a des mécanismes nécessaires qui seront à mettre en place pour éviter justement les conflits d'intérêts et bien dissocier les activités réglementaires des activités d'information. La cinquième leçon est que les carrés de sable pour l'innovation qui sont bien conçus favorisent aussi une réelle innovation qui profite aux consommateurs et qui les protège. En effet, l'innovation peut entraîner des inégalités et une fragmentation territoriale et sociale. Et puis, il y a aussi tous les problèmes de confidentialité liés à l'utilisation des données personnelles des consommateurs. Et donc, lors de l'élaboration de lignes directrices pour un carré de sable pour l'innovation, il y a une nécessité de protéger les consommateurs et cette nécessité doit être vraiment claire. L'accent doit être mis sur l'innovation réelle qui profite à tous par opposition au transfert des coûts entre différentes catégories d'acteurs. Certains des régulateurs qui avaient mis en place un carré de sable ont été confrontés à ça et ont refusé certains projets comme étant innovants parce qu'en fait, il s'agissait justement juste de basculer certains coûts vers d'autres catégories d'acteurs. Les carrés de sable pour l'innovation réussie établissent également des critères clairs qui définissent ce qu'on entend par innovation, qui délimitent le périmètre des essais réglementaires et qui mettent en place un mécanisme d'évaluation robuste des essais afin d'évaluer leurs résultats et d'éclairer les changements à apporter au système. Enfin, la dernière leçon
et que les objectifs poursuivis dictent la conception des carrés de sable, et qu'un carré de sable efficace est donc un carré de sable qui établit des objectifs clairs et qui a recours à des outils et des mécanismes pertinents pour atteindre ces objectifs. Ça paraît évident, mais encore une fois, la clarité des objectifs doit venir d'abord pour pouvoir savoir quels sont les outils à mettre en œuvre et comment définir tous les périmètres liés à des essais réglementaires, si on veut aller sur des essais réglementaires, ou le type d'information qu'on veut partager. Voilà, donc cette présentation a certainement été très dense, car nous avons appris beaucoup à travers l'étude que nous avons menée. Et donc maintenant, le but est d'utiliser toutes ces connaissances pour avancer la transition énergétique au Canada et pas simplement de les laisser sur une étagère. Donc, je vais prendre le temps de vous présenter un peu le projet sur lequel nous travaillons. Donc, le rapport que je vous ai présenté est la première pierre d'une initiative de 4 ans dont l'objectif est de travailler avec différentes juridictions canadiennes pour les aider à élaborer des cadres et des lignes directrices à la création de carrés de sable pour l'innovation. Donc, avec ce premier rapport, nous sommes actuellement à la phase de recherche. Nous prévoyons de publier un deuxième rapport à la fin du mois d'octobre sur la façon dont les carrés de sable s'intègrent au paysage du secteur énergétique canadien. Et ensuite, on débutera une phase un peu plus pratique, qui sera donc la deuxième phase et débutera en 2021, où nous travaillerons avec, on espère, jusqu'à 8 provinces ou territoires pour établir de façon collaborative les lignes directrices pour développer un cadre au carré de sable pour l'innovation dans chacune de ces juridictions, et qui répondent aussi aux besoins spécifiques et au contexte spécifique de ces juridictions. Donc, on y parviendra en organisant des ateliers collaboratifs avec toutes les parties prenantes afin de définir les objectifs, d'examiner les barrières et les solutions, et puis de développer les contours et les critères. Les 2 dernières phases porteront sur la promotion des carrés de sable à l'échelle nationale, et on s'assurera que le consensus soit maintenu autour de ces carrés de sable pour l'innovation. Donc, comme je mentionnais, l'idée, c'est d'être collaboratif et d'inclure le maximum de parties prenantes différentes pour être sûr qu'on puisse capturer les différentes perspectives, qu'on puisse entendre toutes les perspectives sur les objectifs à atteindre, les barrières qu'on fasse, les barrières auxquelles nous sommes confrontés. Et donc, voici la liste de toutes les parties prenantes que nous souhaitons engager et faire participer lors des ateliers que nous allons mener. Et enfin, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet du projet. Vous pouvez également vous enregistrer, vous abonner à la liste d'envoi pour rester à l'affût des nouveautés du projet. Vous pouvez aussi participer à l'enquête que nous allons vous envoyer après ce webinaire. Alors, je m'excuse, cette enquête est qu'en anglais, mais n'hésitez pas, vous pouvez répondre en français aux questions. Et puis, finalement, vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus et de savoir comment vous pouvez participer à ce projet. Voilà, donc j'espère que, voilà, la dernière slide, c'est le rapport est disponible donc sur les sites internet de Quest et de Pollution Probe en anglais, en français, en anglais également. Donc, n'hésitez pas à le lire si vous ne l'avez pas déjà lu. Et puis, j'espère que ce webinaire vous aura appris de nouvelles choses et vous aura aussi intéressé à mieux comprendre comment les carrés de sable peuvent aider votre juridiction. Merci beaucoup, Aïda, pour cette présentation riche, effectivement. Alors, je ne sais pas si on a des... Enfin, pour l'instant, on n'a pas de questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai quelques questions pour toi, Aïda. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on peut mettre en place ces carrés de sable pour l'innovation au Canada? Oui, alors ça, c'est une question qui est justement à laquelle on va essayer de répondre dans la phase 2 du projet, puisque pour le moment, il y a beaucoup d'intérêt. On voit de la part des différentes parties prenantes, que ce soit les fournisseurs d'énergie, certains régulateurs. Donc, l'idée, c'est que quand on a autant d'acteurs autour de la table, ce n'est pas toujours évident de savoir quels sont les objectifs à atteindre. Donc, vraiment, un des premiers objectifs de ces ateliers, ça va être de réunir tout le monde et de mieux comprendre déjà quels sont les objectifs ou les problèmes, les défis particuliers à chaque territoire ou province, de pouvoir aussi après comprendre quels sont les objectifs à atteindre,
qu'il y a une sorte de consensus sur ça pour pouvoir ensuite envisager les outils à mettre en place qui sont adéquats pour répondre à ces barrières ou ces défis identifiés, puis aux objectifs identifiés. Et est-ce que vous avez identifié des potentielles résistances par rapport à ça, à la mise en place de... Alors, dans les recherches qu'on a mises en place, ce qui est donc à chaque fois ce qui ressort, c'est que, mis à part dans le cas de la Belgique, c'est qu'il y a toujours une volonté à la fois une volonté politique en fait de mettre en place ces carrés de sable pour l'innovation. Il y a soit eu des dispositions législatives pour donner un mandat élargi aux régulateurs afin qu'ils puissent avoir ce mandat de pouvoir mettre en place des carrés de sable, des exemptions réglementaires dans certains cas. Et donc, il est toujours important d'avoir ces régulateurs le régulateur et le gouvernement, on va dire, être les champions pour ces carrés de sable pour l'innovation. Donc, s'il y a de résistance de ce côté-là, ça peut être un peu compliqué. On peut le faire de façon différente, mais c'est toujours mieux de les avoir. Les résistances qu'ont pu percevoir certains des régulateurs qui ont mis en place un carré de sable pour l'innovation dans les 9 juridictions qu'on a étudiées, c'est souvent en fait quand il s'agit on va dire des gros fournisseurs d'énergie, quand il y a dans certains pays comme en France par exemple, où il y a des anciens monopoles de l'énergie sur le secteur du gaz et de l'électricité, il y a toujours un peu de réticence, ou même en Australie par exemple, il y a toujours un peu de réticence de ces acteurs établis, de voir, ils ont peur d'avoir leur part de marché un peu, comment dire, réduire, ou bien d'avoir de nouveaux défis à relever. Donc, il y a toujours une petite réticence sur ces acteurs un peu historiques. Ok, très bien, merci. Alors, on a une question. On nous demande comment se traduit la mise en œuvre des carrés de sable. Est-ce que c'est à travers des groupes de travail? Est-ce qu'il va y avoir des tests in vivo sur des territoires d'innovation? Peut-être des jeux de rôle simulant le déploiement de l'innovation? C'est une très bonne question. Oui, alors il y a autant de façons, ce qu'on a pu voir dans les recherches qu'on a menées donc sur dans les autres pays, c'est qu'il y a eu vraiment 2 façons de faire. Il y a soit, on va dire, une façon très top-down, avec le gouvernement qui décide de mettre en place des carrés de sable pour favoriser l'innovation et donc qui va établir des législations pour que le régulateur puisse établir des exemptions. Le régulateur va ensuite définir le périmètre et puis ensuite va juste demander quelques feedbacks sur leur projet de bac à sable ou de carré de sable, comme ça a été par exemple le cas en France. Donc là, on voit qu'il y a très peu c'est très peu collaboratif. Dans d'autres cas, comme par exemple en Australie ou en Autriche, qui sont en train d'élaborer justement leur carré de sable, on voit qu'il y a beaucoup plus d'engagement justement à travers des groupes de travail, à travers des recherches académiques, pour vraiment comprendre premièrement les défis et les objectifs à atteindre, et puis ensuite de voir comment mettre en place ces outils et de vraiment prendre compte des différentes perspectives des parties prenantes. Nous, dans notre projet à Quest, on voudrait plutôt avoir l'approche australienne ou autrichienne, où c'est vraiment organiser des focus group, organiser des ateliers pour pouvoir justement mettre en œuvre pouvoir avoir une vision collaborative et un cadre collaboratif. Alors, pour le moment, ce qui nous a un peu freiné, c'est évidemment le contexte Covid, puisqu'on envisageait d'avoir ces ateliers vraiment en personne. Donc, on essaye aussi de voir comment est-ce qu'on peut adapter ce projet au contexte du Covid, puisque ça va durer encore quelques temps l'incapacité de se déplacer. Super, merci Aïda. J'avais aussi une question. Quelles mesures le régulateur peut mettre en œuvre pour éviter justement les conflits d'intérêts entre son rôle avec ses activités de régulateur, mais aussi son rôle de service d'information s'il décide d'intégrer les carrés de sable pour l'innovation? Ouais, très bonne question. Alors, en fait, on a vu dans le cas, par exemple, de LoveGem, ce qu'ils ont fait pour éviter justement ces conflits d'intérêts. Ils ont fait 2 choses. Premièrement, c'est que ils ont ouvert un nouveau bureau au sein de LoveGem qui s'occupe uniquement justement des carrés de sable. Et donc, il n'y a pas vraiment les personnes qui travaillent sur les carrés de sable ne sont pas ceux qui travaillent sur les questions et les activités réglementaires. Donc là, au niveau du personnel, il y a vraiment une clarté en fait
sur les missions à accomplir et les tâches et les responsabilités. Et en plus de ça, ce qu'ils ont décidé de mettre en place aussi, c'est qu'à chaque fois donc ce bureau particulier établit une lettre ou des recommandations ou donne un avis, il la sortit toujours d'un comment on dit, un disclaimer, d'une phrase ou d'une phrase d'attention pour dire ce n'est pas un avis légal. Donc, il se protège en étant clairement, ici, il ne s'agit pas d'un avis légal, il ne s'agit pas d'un avis réglementaire, c'est juste ce qu'on vous propose. Donc, en fait, dans la terminologie et dans la façon aussi dont ils utilisent en disant bien qu'il ne s'agit pas d'un avis technique ou d'un avis réglementaire, mais que c'est vraiment juste un conseil et que ça ne remplace pas un avis légal ou un avis d'expert. Donc ça, c'était une première chose. Et l'Australie aussi est en train pas mal de voir comment mettre en place justement aussi des mesures pour mitiguer ces risques de conflit d'intérêts. D'accord, très bien. Et est-ce que vous restez en contact tout le long du projet avec les différentes juridictions internationales avec lesquelles vous avez interviewé, etc., pour voir un peu aussi, pour suivre un peu l'évolution au Canada, justement? Je pense que oui. Enfin, je pensais juste à un exemple, par exemple, qui va au-delà de Quest et de Pollution Probe, mais on a mis par exemple en contact le régulateur français, donc la Commission de régulation de l'énergie, avec Comput, qui est aussi un réseau de régulateurs canadiens, pour qu'ils puissent échanger justement sur les bonnes pratiques en termes de carré de sable. Donc ça, c'est déjà on va dire, quelque chose de tangible. Et puis, oui, je pense qu'on va continuer aussi à observer ce qui se fait dans ces juridictions et surtout d'essayer d'en apprendre un peu plus sur les leçons apprises et les changements. Mais comme tout est nouveau, c'est un peu difficile, mais on va garder un œil. Ouais. Très bien. Merci Aïda. Alors, on n'a pas d'autres questions. Peut-être que je peux partager la dernière slide pour juste partager en fait le contact. Donc, si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à contacter Aïda et qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions sur les carrés de sable de migration au Canada. Et donc, on espère que ce webinaire vous a été utile, que ça a permis un peu d'éclairer en tout cas le sujet. Et donc, on va vous envoyer un mail de suivi avec la présentation, l'enregistrement et l'enquête également. Donc, on apprécierait grandement si vous pouviez y répondre. Et l'enquête, encore une fois, on est désolé, n'est pas traduite en français, mais vous pouvez en répondre en français. Tout à fait. Merci beaucoup, Aïda. Au revoir. Au revoir, bonne journée.